Allez, je vous propose qu'on démarre. Bonjour à toutes et à tous et à ceux qui nous rejoignent là petit à petit pour ce nouveau webinaire de Des enjeux et des hommes sur les achats responsables. Donc, merci déjà d'être venus si nombreux, hein. Je crois qu'il y a 400 inscrits à ce webinaire. Donc, on est très, très content de vous inviter à discuter du sujet des achats responsables. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas encore, donc... tous nos webinaires, hein, sont disponibles sur la plateforme, notre plateforme YouTube, et donc traitent en grande majorité sur les aspects RSE. Et là, on a souhaité aller un petit peu plus loin en discutant donc de l'opportunité d'intégrer la RSE dans une fonction clé que sont les achats. Alors, peut-être un point avant de démarrer. Je pense qu'il y en a qui sont déjà bien au courant de comment ça fonctionne pour pouvoir discuter avec tout le monde. Vous avez donc l'opportunité de poser des questions via donc en dessous vous avez une barre et donc vous avez le petit onglet converser. Voilà, il y en a qui testent. Bonjour et donc voilà. Donc là vous avez l'opportunité de poser des questions. Nous on va dérouler le webinaire, la présentation sur 45-50 minutes et on se laissera un petit peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Autre point aussi, c'est que vous pouvez également savoir que le webinaire est enregistré, hein, et sera disponible en replay dans les prochains jours. Alors, très rapidement, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Des enjeux et des hommes, qui sommes-nous? Donc, on a un cabinet de conseil et formation en RSE et développement durable. On fête nos 20 ans cette année. Et nous sommes donc 40 consultants et on est organisé en fait autour de 3 grands pôles. Donc le premier grand pôle, on fait donc du conseil en stratégie RSE et transformation des modèles d'affaires. Donc on accompagne en fait les entreprises dans le développement de leur stratégie RSE et leur feuille de route associée. On travaille aussi sur l'élaboration de raisons d'être et l'enregistrement en tant que société à mission. On a un deuxième gros pôle qui est l'engagement et la formation des équipes, hein. Nous sommes organisme de formation certifié Calliope et aussi on dispose d'un lab pour la digitalisation de la formation. Et un dernier volet, c'est le déploiement opérationnel. Là, on travaille vraiment sur l'aspect des pratiques dans les métiers et dans les chaînes d'approvisionnement. Et c'est là où on rejoint le volet achat responsable. Donc, pour parler achat responsable, donc on est entré d'une belle équipe aujourd'hui. Donc, rapidement, je vous présente les intervenants et intervenantes. Donc, d'abord, Sophie Pain, qui est donc consultante achat responsable chez Des enjeux et des hommes. On a également avec nous Hugues Carlier, directeur général de Des enjeux et des hommes, et avec une expertise sur la conduite du changement. Donc, il nous en parlera à la fin du webinaire. Vous pouvez faire coucou pour vous présenter. Et voilà. Et on a la chance également d'avoir avec nous Caroline Marquiton. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Elle est Supplier Sustainability Manager chez LVMH et elle sera notre témoin durant ce webinaire. Voilà. Et quant à moi, je suis ravie d'être là aussi avec vous aujourd'hui. Je suis Chloé Champion et je suis manager du pôle accompagnement opérationnel dans les démarches de durabilité chez Des enjeux et des hommes. Et au menu donc, de ce webinaire aujourd'hui, donc on échangera d'abord, on fera une présentation un peu théorique sur la définition et les intérêts des achats responsables. Et ensuite, on déroulera les 4 grands piliers qu'on considère comme les incontournables pour une politique achat responsable: le volet fournisseur, le volet produit, le volet pratique et enfin le volet sur la conduite du changement. Voilà. Et donc, je vais laisser tout de suite Sophie démarrer sur la partie définition et intérêt des achats responsables. Merci Chloé, bonjour à tout le monde. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet en regardant quelle est la définition des achats responsables qui nous est donnée par l'ISO 20400. L'ISO 20400, c'est une norme internationale sur les achats responsables qui est parue en 2017 et qui est une déclinaison de l'ISO 26000 appliquée à la fonction achat. Alors, ce que nous dit cette norme, c'est qu'un achat responsable est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs. Donc, cette définition, elle est reconnue au niveau international et elle s'applique à tout type d'organisation. On peut passer à la slide suivante. Chez Des enjeux et des hommes, on aime bien compléter cette définition par notre approche en 3 dimensions.
Et on dit qu'un achat responsable, c'est l'achat d'un produit ou d'un service qui a une empreinte environnementale et sociale réduite. C'est un achat que l'on fait auprès d'un partenaire responsable qui a lui-même des pratiques environnementales, sociales et sociétales responsables et qui s'assure de la responsabilité de ses propres fournisseurs et sous-traitants. Et enfin, c'est un achat que l'on fait selon des pratiques responsables qui sont transparentes, équilibrées, en s'assurant que la relation commerciale est mutuellement bénéfique, pour les fournisseurs et pour le donneur d'ordre. Donc, au sein des entreprises, tout ça, ça se met en place dans le cadre d'une stratégie achat responsable, au sein d'une organisation des achats spécifiques, avec une gouvernance, un pilotage. Et c'est tout cet ensemble qui va permettre d'intégrer vraiment la durabilité dans la culture des achats et d'apporter de la valeur à l'entreprise. On peut aussi parler des achats responsables comme un changement d'approche. Et se dire que pratiquer les achats responsables, c'est faire évoluer son approche classique des achats selon le triptyque qualité-coût-délai pour intégrer une quatrième composante qui est la durabilité. Et cette composante, elle a la même place, elle a le même poids que les autres. Cette évolution, vous voyez, cette bascule, elle est pas anodine parce que c'est bien plus qu'une évolution dans l'organisation ou une évolution fonctionnelle. C'est aussi un changement de posture et un changement d'état d'esprit que tous les acheteurs vont devoir s'approprier pour transformer la culture achat de l'entreprise. Tout ça, c'est vraiment en train d'évoluer. On a de plus en plus d'entreprises qui nous contactent pour rentrer dans cette démarche-là ou pour se perfectionner. Et on constate que pour les entreprises qui sont un petit peu plus anciennes, qui ont 15-20 ans d'ancienneté, ces entreprises, elles héritent d'une culture achat qui est très sur le triptyque qualité, coût, délai. Et ces cultures, ces process achats, ils sont tellement ancrés que pour elles, rentrer dans cette démarche d'achat responsable, ça va être transformatif et ça peut donner lieu à des remises en question assez profondes. On peut passer à la slide suivante. Donc, toute cette évolution, elle va bien sûr dans le sens de la RSE, dans le sens des politiques et stratégies définies par les entreprises. Et on constate vraiment que les achats, c'est une fonction qui est absolument clé pour réaliser la RSE, pour plusieurs raisons. Vous connaissez peut-être ce chiffre qu'on voit souvent, qui est de se dire qu'en moyenne, le montant des achats d'une entreprise représente 60% du chiffre d'affaires. Ce chiffre, il nous montre l'importance de la fonction achat dans le fonctionnement global de l'entreprise et aussi l'importance des chaînes d'approvisionnement. C'est assez logique puisque une entreprise, pour pouvoir proposer des produits et des services, elle doit d'abord elle-même faire des achats pour constituer son offre. Un autre aspect intéressant des achats, c'est son positionnement en interne, dans l'entreprise. Au quotidien, les acheteurs sont en interaction constante avec d'autres fonctions, avec le marketing, avec la qualité, avec la supply, avec la RSE. Et cet emplacement, cette fonction pivot, ça va vraiment donner une opportunité d'embarquement de toutes les autres fonctions dans la réalisation de la RSE de l'entreprise. Donc ça, c'est super intéressant. Évidemment, les acheteurs sont aussi à l'interface de parties prenantes externes, puisqu'au quotidien, ils dialoguent avec les fournisseurs et via leurs échanges, ils vont pouvoir transmettre les valeurs et les infos RSE de leur entreprise. Et une autre raison essentielle pour laquelle on dit que les achats sont clés pour la RSE, c'est dû à l'évolution du métier. Les achats, c'est une fonction qui a énormément évolué ces dernières années, qui est passée de missions très opérationnelles à des missions stratégiques. Aujourd'hui, c'est la fonction achat qui a en charge de prévenir et de maîtriser les risques RSE qu'on trouve dans les chaînes d'approvisionnement. On parle de risques environnementaux, sociaux, réputationnels, juridiques, tout type de risques. Et puis enfin, la fonction achat, elle a un potentiel d'impact sur la chaîne d'approvisionnement, sur la chaîne de valeur. Les demandes qu'en tant qu'acheteur, vous adressez aux fournisseurs, elles se répercutent en cascade auprès des fournisseurs de vos fournisseurs et ainsi de suite dans toute la chaîne de valeur. Donc, ça permet de diffuser les bonnes pratiques à grande échelle et de transformer les marchés. Et enfin, la fonction achat, c'est une fonction clé parce qu'elle crée de la valeur. Elle peut créer des impacts positifs, par exemple, via la captation d'innovation chez les fournisseurs. Donc, c'est pour toutes ces raisons que la fonction achat, c'est un levier clé pour la RSE. Et j'espère que les acheteurs qui nous écoutent sont convaincus de ça et qui se sentent légitimes pour s'emparer des sujets RSE
parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Là, on va regarder un petit peu ce qui motive les entreprises à s'engager dans une démarche d'achat responsable. Ici, vous avez un extrait du baromètre achat responsable de l'Obsar, l'Observatoire des achats responsables. C'est le baromètre 2023 qui est sorti en février dernier. Quand on demande aux entreprises pour quelles raisons vous vous engagez dans une démarche d'achat responsable, la première raison pour les entreprises du privé, c'est l'alignement avec la raison d'être et la RSE. Donc là, on retrouve encore cette idée de se dire que les achats responsables vont servir la RSE. Sur la seconde marche du podium, on a l'éthique. Et puis, bien sûr, sur la troisième, les attentes des clients, puisque les clients sont de mieux en mieux informés, de plus en plus exigeants. Ils ont des grandes attentes envers les entreprises pour transformer nos modes de développement. Si on regarde un petit peu du côté des entreprises du secteur public, le podium est différent. Sur la première marche, il y a la réglementation. En France, c'est vrai qu'on a beaucoup de réglementations sur ces sujets-là qui font avancer les entreprises. Juste pour les citer, évidemment, il y a le devoir de vigilance français et le devoir de vigilance européen qui va bientôt arriver. Et puis, il y a d'autres lois comme, par exemple, la loi AGEC sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire qui compile une centaine de mesures très concrètes et qui impactent directement les entreprises. Et puis l'éthique, qui revient évidemment aussi pour le secteur public. Voilà. Ouais. Ok, bon, je prends la suite. Merci. Après cette introduction, donc on va passer au premier volet en fait des incontournables d'une politique achat responsable, le volet fournisseur. Donc c'est un vaste sujet hein, et en fait ça nécessite de pouvoir cascader vos volontés, vos exigences RSE dans les pratiques des fournisseurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pratique? En fait, l'idée, c'est que les fournisseurs puissent exercer leur propre RSE, donc travailler sur les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux à leur niveau. Donc, l'idée, d'abord, la partie environnementale, c'est de limiter leur impact environnemental à travers leurs pratiques et leurs offres, donc de travailler sur la surexploitation des ressources, sur la déforestation si c'est un enjeu particulier, sur le changement climatique, etc. La partie droit humain, donc ça c'est un enjeu qui est quand même primordial hein, et on va le voir ensuite sur les audits fournisseurs, c'est quand même un gros focus qui est fait aujourd'hui dans les audits fournisseurs de s'axer sur l'aspect humain, qui est renforcé aussi, comme disait Sophie, par le devoir de vigilance français et bientôt européen. Je pense qu'on a tous en tête le Rana Plaza d'il y a maintenant 10 ans, ou alors des problématiques de travail d'enfants, enfin des scandales sur les travails d'enfants dans les minerais de cobalt qui est beaucoup utilisé dans les produits électroniques, ou des déplacements de population pour mettre en place des projets miniers ou industriels. Voilà. L'éthique aussi est tout aussi important hein, parce qu'il faut en fait que les fournisseurs, à leur niveau, ils aient des pratiques de bien agir auprès de leurs propres partenaires, hein, donc de prévenir la corruption, de travailler sur la protection des données, sur la concurrence loyale, etc. Et enfin, il y a un point qui est quand même fondamental aussi, c'est que ces pratiques-là soient répercutées sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc que les fournisseurs demandent à ce que ces engagements soient respectés par leurs propres fournisseurs et qu'on remonte ainsi dans la chaîne de valeur. Donc c'est là où vient un volet que vous connaissez toutes et tous, c'est le volet de la traçabilité, qui est un enjeu finalement fondamental. Hein. Alors l'idée, c'est de ne pas tout mener de front. C'est sûr que vous avez tous affaire en fait à des filières qui parfois sont très complexes, où la traçabilité est difficile à obtenir. Et nous, on voit souvent en fait les équipes de sourcing qui travaillent en fait en parallèle, d'essayer d'identifier, d'essayer de tracer en fait la filière pour remonter jusqu'au maillon de la production, en même temps que de travailler sur des enjeux de durabilité. Voilà, donc c'est ce travail en parallèle qui se fait généralement. Donc, en termes de méthode, comment ça fonctionne, en fait, comment on embarque les fournisseurs sur ces sujets pour prévenir les enjeux sociaux, sociétaux, éthiques, etc.
Donc là, on va présenter très rapidement en fait une démarche un petit peu classique. La première étape, c'est la cartographie des risques fournisseurs. Donc pour ça, en fait, déjà, il faut d'abord bien connaître son portefeuille achat. Donc généralement, on est sur 3 volets, hein, le montant du portefeuille, le pays de provenance et la catégorie d'achat. Et ça permet ensuite d'identifier les risques RSE, risque RSE par produit, risque RSE par pays, et d'évaluer l'évaluation, enfin de l'exposition en fait que vous avez à ces risques. On peut aussi évaluer le niveau de maîtrise des risques actuels. Ça peut être fait à ce moment-là. In fine, en fait, ça va vous permettre vraiment d'avoir, de hiérarchiser, de classer vos fournisseurs en fonction des risques RSE et de faire des groupes finalement de fournisseurs en fonction des niveaux de risque et d'adapter en fait le plan de maîtrise de ces risques qui va être différencié entre les différents groupes. Ensuite, deuxième étape, c'est de pouvoir formaliser vos engagements pour prévenir ces risques. Donc ça, comment on fait? La base, en fait, qui est généralement faite, c'est de pouvoir formaliser vos engagements dans une charte. Donc vraiment de rédiger qu'est-ce que vous attendez, en fait, de vos fournisseurs. Donc ça va être des choses assez générales, mais comme de pouvoir, d'avoir une gestion environnementale du site, de respect des conventions de l'OIT, de travailler sur des pratiques éthiques, etc. Vous pouvez les intégrer en fait dans les contrats et ça permet aussi pour vous d'avoir finalement une approche plus fine dans la sélection de vos fournisseurs. La troisième étape, c'est de suivre les engagements. Donc là, plusieurs façons de faire, on va dire ça comme ça. C'est vrai que pour des fournisseurs les moins à risque, de pouvoir juste avoir une signature de la part du fournisseur comme quoi il s'engage à respecter la charte, ça peut être suffisant parce que vous savez par ailleurs que les risques sont très faibles qui ne respectent pas les engagements. Pour d'autres, quand vous êtes sur des risques, par exemple, de travail des enfants, des risques très élevés, notamment au niveau social, la signature de la charte, elle est peut-être pas forcément suffisante pour assurer en fait que votre fournisseur respecte les engagements. Dans ce cas-là, il va y avoir une évaluation qui va être faite. De même, cette évaluation, elle peut être de différents niveaux. Faire des audits terrain chez tous vos fournisseurs, ça peut avoir un coût monstrueux et l'impact n'est peut-être pas forcément pertinent. Donc, il peut y avoir des choses un peu plus modérées, par exemple de faire des questionnaires RSE qui permettent donc déjà d'avoir une récolte de données, de faire une évaluation donc documentaire de ce que vous recevez comme information et ça peut vous donner déjà des premières garanties. Après, si effectivement sur l'approche sociale, il y a besoin d'aller sur le terrain pour vérifier réellement l'application des exigences, alors ce sera donc nécessaire de faire ces audits terrain. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche différenciée de l'évaluation par le risque. Alors après, on se demande, mais qu'est-ce qu'on évalue exactement? Donc là, en fait, vous avez quand même des plateformes, des réseaux, des organisations qui vous proposent des critères un petit peu tout faits qui ont vraiment les critères RSE qui sont déjà précisés. Donc, par exemple, pour les questionnaires RSE, je pense que vous les connaissez toutes et tous. Ça peut être, par exemple, le questionnaire EcoVadis qui donne cette possibilité de faire des audits documentaires au niveau de vos fournisseurs. Vous en avez d'autres, un peu moins connus, le label Positive Workplace, qui propose également un questionnaire auprès de vos fournisseurs. Sur les audits, il y a aussi des systèmes qui permettent de mutualiser les audits, des plateformes qui ont développé ça, notamment sur l'aspect social, pour diminuer les coûts. Vous avez par exemple ICS ou BSCI qui proposent ça, des audits sociaux. Et puis après, vous avez aussi des labels qui peuvent vous permettre aussi de vous rassurer sur les engagements de vos fournisseurs, comme sur l'aspect RSE, comme Bicorp, EcoCert 26000, vous avez For Life aussi qui existe sur l'aspect RSE. Sachez que l'audit n'est pas une fin en soi. Faire de l'audit chaque année, s'il n'y a rien de fait en fait derrière, on peut avoir. C'est pas forcément une solution donnée. C'est vraiment un outil. L'idée, c'est aussi de proposer aux fournisseurs de s'engager dans une démarche de progrès. Donc vraiment d'avoir un travail avec le fournisseur pour définir quelles sont les actions correctives à l'issue de l'audit qui vont être ensuite suivies au long cours.
Vous pouvez aussi, vous, y investir des ressources en termes de temps, de compétences pour mettre en place ces actions en fait, auprès du fournisseur et qui permet voilà, d'améliorer aussi la relation de confiance que vous avez avec le fournisseur, mais aussi assurer qu'il sera aussi plus rapidement en adéquation avec vos engagements. Alors, on va donner juste 2 exemples, concrets finalement de demandes qu'on reçoit assez régulièrement et qui peut aussi, être intéressant de vous présenter. Donc la première en fait, c'est une industrie cosmétique avec qui nous travaillons depuis, maintenant 4 ans. Donc elle en fait, elle a sa politique, d'approvisionnement responsable qui est faite. Elle a d'ailleurs, elle, développé un cahier des charges maison avec ses propres critères, sociaux et environnementaux, qu'elle applique chez ses fournisseurs. Et elle avait donc une nouvelle chaîne d'approvisionnement, enfin d'une production d'une cire au Mexique. Et l'idée, c'est de se dire, bon ben voilà, on aimerait voir un petit peu l'état des lieux en fait des pratiques environnementales et sociales qui sont faites chez ces producteurs. Donc elle nous a mandatés pour aller voir et donc on les a rencontrés. On a fait donc cette évaluation au regard de leur cahier des charges, ce qui nous a permis en fait d'identifier des premiers plans d'action pour améliorer leur pratique. Et ensuite, l'idée, c'était quand même d'aller les voir, donc l'année d'après, 2 ans après, pour suivre en fait avec le fournisseur et les producteurs, vraiment le suivi de la mise en place de ces actions. Et quand je disais qu'on est aussi sur potentiellement de l'accompagnement de la part du donneur d'ordre, c'est que dans ce cadre-là, en fait, il a été identifié que ce serait intéressant de travailler sur la rentabilité économique des producteurs. Et donc, il a été proposé de pouvoir travailler sur l'identification d'un prix équitable. Et donc, avec l'industrie cosmétique, donc on a décidé donc de faire des entretiens en fait avec les producteurs, de retourner sur le terrain, avec les producteurs, avec le fournisseur. On a fait un atelier de travail pour identifier le prix équitable qui ensuite a été validé auprès de toutes les parties prenantes et inclus dans le contrat. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes en termes d'approche gagnante-gagnante pour l'ensemble de la filière. Et puis un autre exemple aussi, je vous parlais de plateformes, enfin de réseaux sur lesquels on peut s'appuyer sur les critères, pour des critères d'évaluation. Mais c'est vrai que des fois, c'est peut-être pas forcément adapté pour vous. Il y a des donneurs d'ordre qui nous contactent parce qu'ils souhaitent faire des choses un peu sur mesure et que ça permet vraiment d'être adapté à leur chaîne de valeur. Et donc là, on avait le cas, en fait, c'est une entreprise agroalimentaire biologique qui nous avait contacté l'an passé parce qu'elle voulait en fait travailler vraiment sur l'aspect biodiversité. Et puis bon, elle a regardé autour d'elle, il n'y avait pas grand-chose en fait en termes de systèmes qui existaient. Et donc, elle nous a contactés pour vraiment développer les critères biodiversité au niveau de la production agricole et qui étaient vraiment adaptés à leur commodité. Parce qu'elle voulait travailler sur le café, sur l'amande, sur les céréales. Donc, on a vraiment aidé à rédiger les critères de biodiversité. On a développé aussi tout le système d'évaluation à côté. Donc, à quelle fréquence on fait les audits, quel est l'échantillonnage, comment sont organisés les audits sur place, etc. Et elle a voulu aussi être un peu sur un système un peu robuste quand même. Donc, on l'a aussi aidé à formaliser quelles allaient être les attentes aussi de l'équipe sourcing. Donc, en termes de gestion documentaire, comment on qualifie et on forme les auditeurs, etc. Donc, vraiment, elle a développé tout système maison. Donc, ça prend un peu de temps et d'investissement pour le faire. Mais vraiment, ça a permis d'avoir quelque chose de robuste. Si un jour, elle souhaite l'externaliser à des organismes de contrôle, la procédure, elle est déjà toute faite. Et puis, ça permet aussi ça lui permettait aussi d'ajouter au fur et à mesure d'autres filières un peu stratégiques parce que tout était déjà fait. Voilà, donc ça aussi, c'est intéressant. Alors, on va passer au témoignage avec Caroline. Oui. Ouais, super. Très bien. Justement, sur cette approche un peu fournisseur, donc vous avez mis en place en fait un dispositif d'évaluation de vos fournisseurs qui s'appelle Convergence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les 3 étapes de ce dispositif et les outils sur lesquels vous vous appuyez? Oui, tout à fait. Donc, je suis assez ravie parce que tout ce que l'on fait chez LVMH, je l'ai retrouvé dans ce que vous venez d'expliquer dans les slides précédentes. Donc, j'espère qu'on fait bien notre travail. Rapidement, je pense que la majorité des personnes ici connaissent LVMH, mais donc un tout petit mot, on a un groupe assez unique
on représente 75 marques différentes qu'on va appeler des maisons chez nous et que vous connaissez très certainement sur tout ce qui est mode, maroquinerie, joaillerie, cosmétiques, vins et spiritueux. On travaille aussi avec la Fondation Louis Vuitton, les Échos, Le Parisien. Donc, en fait, on a vraiment un gros challenge devant nous puisqu'on travaille avec des acteurs très, très, très différents, comme vous pouvez vous en douter. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais mettre un petit peu en avant. Donc effectivement, ça peut être vu comme un très gros challenge, mais on a plutôt prévu de voir ça comme une force et de pouvoir mutualiser au maximum ce qui pouvait l'être. Je vois beaucoup dans les questions des remarques sur budget, ressources, etc. On a beau s'appeler LVMH, on a le même souci que les autres. Enfin, on a aussi ce souci-là sur les ressources humaines et budgétaires. Et donc, on a vraiment décidé de mutualiser au maximum. Et donc, comme vous le disiez, on a mis en place cette procédure qui s'appelle Convergence. C'est un programme qui va aider nos maisons à retrouver les informations qui ont déjà été partagées par les autres et qui vont leur donner des informations externes aussi, qui vont les aider à concentrer ces ressources sur les fournisseurs qu'on a identifiés comme étant les plus à risque et sur lesquels on va pouvoir agir en priorité. Donc, la première étape de convergence, c'est notre code de conduite fournisseur. Donc, c'est ce que vous avez appelé la charte dans les slides précédentes. Donc, ça, c'est notre toute première étape. Chaque fournisseur de rang 1 LVMH doit signer ce code de conduite qui reprend nos principes généraux, tant sur le social, l'éthique, donc tout ce qui est anticorruption, l'environnement, le bien-être animal, etc. Tous ces grands principes que l'on a chez nous sont dans ce code de conduite qui est signé. Ensuite, la première étape, ça va être la cartographie des risques. Donc, comme vous en parliez juste avant, on va faire une cartographie de l'ensemble des fournisseurs de rang 1 du groupe. Et ça correspond chez nous à environ 50 000 fournisseurs différents. On en a peut-être 10% qui seront en commun ensuite en fonction des maisons. Mais donc, on est quand même sur un gros panel de fournisseurs de rang 1. Rappel du rang 1, en fait, c'est ceux avec lesquels vous avez une relation financière directe. Ensuite, le rang 2, ce sera le rang 1 de vos rangs 1, puis rang 3, etc. Je préfère juste donner cette info-là. Donc, la cartographie, nous, on l'a fait sur le rang 1. Ça nous a permis en fait de voir l'ensemble de ces fournisseurs pour l'ensemble des maisons que l'on a chez nous et on a pu y raccrocher des risques sociaux, environnementaux et éthiques. Et ça, c'est vraiment notre première étape. Donc, un acheteur dans une maison, s'il ne connaît pas forcément bien tous ces fournisseurs-là, ça va lui donner un premier jet de tiens, celui-là, il va être plus risqué que l'autre. Dans ces fournisseurs-là, on couvre autant le direct que l'indirect, la production que les services, que ça va vraiment tout comprendre dans les achats faits par le groupe. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on a plusieurs outils qui vont permettre d'aller vérifier chez les fournisseurs que l'on aura identifiés comme un risque sur cette cartographie-là. Le seuil de déclenchement, on va dire, chez nous, qui va permettre de décider si l'on va aller vérifier chez notre fournisseur s'il est effectivement conforme avec nos exigences. En premier lieu, ça sera les niveaux de risque qu'on aura retrouvés sur cette cartographie-là. Et en deuxième, c'est est-ce que c'est un fournisseur que l'on appelle stratégique. Donc, un fournisseur stratégique chez nous, en gros, c'est en fonction du montant acheté chez ce fournisseur-là. Si on achète des sommes beaucoup plus grandes, il va forcément être plus stratégique pour nous. La dépendance économique aussi qu'il a, ce fournisseur avec nous, si on est son seul client ou s'il en a, ou si on représente 5% de son portfolio. S'il nous fournit une matière ou un service qui sont uniques, donc par exemple, si on prend en compte toute la gamme Abeille Royale de chez Guerlain avec le miel qui vient de l'île d'Ouessant. Forcément, s'il n'y a plus de miel sur l'île d'Ouessant, on va dire que le marketing tout autour de cette gamme-là tombe un peu à l'eau. Donc, c'est vraiment clé pour nous de s'assurer que nos fournisseurs continuent d'être disponibles pour nous. Donc, vraiment tout ce qu'on aura des difficultés à trouver autrement et tout ce qui est logoté.
donc partout où on peut retrouver un logo de l'une de nos maisons et donc qui est facilement identifiable. Tous ces fournisseurs-là, à partir du moment où ils rentrent dans l'une de ces catégories-là, est considéré comme stratégique. Donc, s'il est stratégique et qu'on a trouvé que le risque était élevé, alors on va passer à l'étape d'audit, d'évaluation. Et là, on a 2 outils qui sont mis en place chez nous. Le premier, il est plutôt utilisé pour les fournisseurs d'indirect et les prestataires de services, ça va être EcoVadis. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de rentrer trop dans le détail d'EcoVadis ici, mais donc voilà, en tout cas, on l'utilise, nous, au sein du groupe, plutôt pour l'indirect, mais parfois aussi pour la production, mais surtout indirect. Ensuite, tout ce qui va être fournisseur de production, là, on a développé nos propres grilles d'audit. Je sais que vous avez mentionné les autres types de grilles qui existent. Nous, on a développé les nôtres, grilles d'audit social et environnemental. Pourquoi est-ce qu'on a développé les nôtres et qu'on n'utilise pas juste celles qui existent déjà, on va dire, sur le marché? C'est parce qu'on a voulu y intégrer des exigences supplémentaires, comme par exemple, lorsqu'on parle du risque social, nous, on a décidé d'intégrer la dimension de salaire décent, qui est différente du salaire minimum. Et donc, elle n'était pas forcément, on ne la retrouvait pas forcément dans toutes les grilles qui existaient, donc on a décidé de créer nos propres grilles. Il faut savoir que c'est déjà compliqué de pouvoir mutualiser au sein de 75 marques différentes. Donc, on se dit que si on arrive à faire ça, on est déjà content. Donc, on a créé nos propres grilles. On envoie des auditeurs externes sur le terrain pour pouvoir faire ces audits-là. Et ensuite, les résultats d'audit sont mutualisés sur une plateforme LVMH que l'on a créée et que l'on entretient. Et qui permet à chaque maison d'aller voir qui a été audité, quels sont les résultats. Voilà. Où est-ce qu'on en est et pouvoir s'éviter de faire des doublons d'audit, puisque là, on arrive sur une fatigue auprès des fournisseurs et que ce n'est absolument pas le but. Merci. Donc voilà à peu près Convergence. Super, merci. Et deuxième petite question, c'est comment les acheteurs interviennent en fait dans ce process, dans cette démarche? Comment sont-ils impliqués? Alors, les acheteurs, ils sont vraiment le lien principal avec le fournisseur. Même si on a des développeurs, des sourceurs, etc., l'acheteur, il est lui aussi vraiment au milieu de cette relation. Donc, c'est la personne clé qui va parler le plus avec le fournisseur. Et donc, ce sont eux, puisqu'évidemment, avec 75 marques, on ne peut pas avoir des experts achats responsables partout, ni un expert à côté de chaque acheteur. Donc, chez nous, le but, c'est vraiment que l'acheteur, ça fasse partie de son métier, que ça fasse partie de ses fonctions et c'est lui qui va parler en fait des exigences aux fournisseurs, c'est lui qui va lancer un audit et expliquer aux fournisseurs s'il y a besoin de lancer un audit ou non. C'est vraiment l'image du groupe face aux fournisseurs. Donc, il est impliqué sur tous ces outils-là et ils sont censés savoir s'en servir. Super, merci. On passe à la suite. Alors, on va maintenant aborder la dimension produit des achats responsables. Moi, je suis en train de chercher mon écran où vous êtes et je suis en train de vous retrouver. Voilà. Alors, donc on s'intéresse à la dimension du produit. Quand on travaille avec les entreprises, on constate qu'elles considèrent principalement l'impact environnemental du produit à ce niveau-là, puisque les aspects sociaux sont traités via la sélection du fournisseur et l'évaluation du fournisseur qu'on vient de voir à l'instant. Donc, la première chose à faire, quand vous vous intéressez à votre produit et que vous voulez avoir un produit qui a le moins d'impact possible, c'est de considérer le produit dans sa globalité, de bien avoir en tête l'ensemble du cycle de vie de votre produit pour identifier tous les impacts qui peuvent être situés au niveau de la fabrication ou de l'extraction des matières premières, au niveau de la fabrication du produit, au niveau de l'utilisation, au niveau de la fin de vie. Ce qui va être prioritaire, c'est d'identifier et de mesurer vos impacts, savoir où ils sont et de pouvoir les quantifier. Pour faire ça, vous avez plusieurs outils à votre disposition. On ne va pas rentrer dans les détails des outils, ce n'est pas le but aujourd'hui. Je vais simplement vous dire 2 mots sur l'ACV, l'analyse cycle de vie, qui est la méthodologie la plus robuste et la plus poussée aujourd'hui pour quantifier les impacts environnementaux
d'un produit à chaque étape de son cycle de vie. Ce qui est intéressant avec la CV, c'est qu'on peut avoir une approche multicritère. On peut avoir une approche carbone, mais aussi mesurer la toxicité pour l'homme, par exemple, ou l'acidification des océans, alors que les autres outils sont plutôt focus carbone. Et une fois que vous avez identifié où sont vos principaux impacts, vous allez pouvoir travailler à les réduire. Après, on ne va pas se mentir, dans les entreprises, on ne fait pas des ACV tous les jours. Vous n'avez pas toujours à votre disposition ces outils-là parce que c'est des outils qui sont complexes, qui prennent du temps et qui demandent des moyens. Donc, vous n'avez pas toujours ça sous la main, mais pour autant, ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez rien faire. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire sans vous baser sur des ACV. On va passer à la slide suivante. Voilà, vous pouvez travailler sur votre sourcing, vous pouvez faire évoluer les critères dans vos cahiers des charges, vous pouvez travailler avec les fournisseurs pour faire évoluer vos produits. Sans forcément se baser sur des études très précises, on sait par exemple que pour tous les produits de l'agroalimentaire, l'impact principal se situe en amont, se situe au niveau de la production agricole, la production des matières premières. Donc, si vous voulez adresser votre principal impact, vous pouvez travailler à ce niveau-là. Et pour les autres catégories de produits, il y a aussi la bibliographie qui vous permet d'avoir quand même quelques informations sur où se situent les principaux impacts. Je vais vous donner très rapidement quelques exemples d'actions que vous pouvez faire aux différents stades du cycle de vie du produit. Par exemple, si vous voulez vous intéresser à la composition de votre produit, vous pouvez demander à utiliser des matériaux recyclés ou à utiliser des coproduits. Si vous voulez plutôt travailler sur l'aspect transformation-fabrication, vous pouvez travailler avec vos fournisseurs pour vous assurer de l'efficacité des process et ainsi réduire au maximum les consommations et les pollutions dues aux process industriels. Si votre impact il est principalement au niveau de l'utilisation du produit, vous pouvez dès la conception penser à la réparabilité pour prolonger au maximum la durée de vie du produit. Et enfin, si vous avez un enjeu sur la fin de vie, par exemple, si vous faites des produits cosmétiques, vous pouvez travailler sur la biodégradabilité des formules. Je vais vous donner quelques exemples très concrets qui seront parlants et qui, j'espère, seront inspirants pour vous. On peut passer à la slide après. Voilà, donc un exemple de démarche de réduction d'impact environnemental d'un produit, c'est celle de Decathlon. Tout le monde connaît Decathlon, cette entreprise qui fournit des articles de sport. Decathlon est une entreprise qui s'est fixé des réductions d'émissions de ces gaz à effet de serre et qui est entrée dans une trajectoire validée SBTi. Quand ils ont étudié leurs impacts, ils se sont rendus compte qu'un des leviers les plus importants pour diminuer leur empreinte carbone, c'était l'énergie utilisée par leurs fournisseurs. Parce que parmi les produits qu'ils vendent, il y a des produits, notamment des textiles de sport, des produits assez techniques, qui sont très énergivores. Et pour pouvoir les fabriquer, leurs fournisseurs ont des chaudières qui fonctionnent au charbon. Et on sait que l'énergie charbonnée, elle émet énormément de gaz à effet de serre. Donc, Decathlon a pris la décision de supprimer l'usage du charbon dans les chaudières de sa chaîne d'approvisionnement. Et ils se sont fixés des objectifs. Le premier, c'est d'avoir 0 consommation de charbon chez leurs fournisseurs de rang 1 en 2026 et d'avoir 0 consommation de charbon chez leurs fournisseurs de rang 2 en 2030. Donc, c'est des objectifs assez ambitieux. Donc, pour y arriver, ils s'y sont pris de la façon suivante. Ils ont déjà défini un indicateur de suivi pour pouvoir savoir où ils en étaient et puis pour pouvoir suivre la progression. Cet indicateur, c'est le pourcentage d'émissions dues à l'utilisation du charbon chez leurs fournisseurs. Donc, ils ont mis en place tout un système de remontée des informations pour pouvoir tout compiler et avoir cet indicateur. Et puis, ils ont entamé un travail très important avec leurs fournisseurs pour définir leur sortie du charbon. Ils ont apporté de l'information, ils ont réalisé et cofinancé des études de faisabilité, des études de coût de la sortie du charbon. Ils ont fait un travail conjoint avec chaque fournisseur stratégique pour définir des plans de sortie du charbon et ils suivent évidemment régulièrement l'avancée de ces projets-là. Et ça paye, ils ont déjà des résultats qu'ils peuvent mesurer grâce à leur indicateur. En 2020, ils avaient mesuré 23% d'émissions dues au charbon chez leurs fournisseurs.
Et en 2017, ils avaient réduit ce chiffre en 2021, pardon, ils avaient réduit ce chiffre à 17%. Et c'est comme ça que Decathlon réussit à réduire l'impact environnemental de ces articles textiles de sport, voilà, en travaillant avec les fournisseurs à l'étape transformation du cycle de vie de ces produits. Je vais vous donner un autre exemple qui est très différent, qui est celui d'un client qu'on a accompagné chez Des Enjeux et des Hommes. C'est une entreprise agroalimentaire qui opère dans la catégorie thé café. Cette entreprise a identifié sa principale source d'impact au niveau de la production agricole. Et ils ont donc décidé de travailler avec les producteurs, de mener un travail avec les producteurs pour réduire les impacts de la production et par conséquent réduire l'empreinte environnementale de leurs produits. Donc on a fait une mission avec eux qui a consisté déjà à former sur le terrain ces producteurs-là aux pratiques de l'agriculture biologique, oui, parce qu'ils ont décidé d'aller vers l'agriculture biologique. On a aussi opéré un diagnostic de maturité sur un échantillon des producteurs, ce qui consiste à aller voir quelles sont les pratiques actuelles pour mesurer l'écart entre la situation présente et l'objectif qui était la certification agriculture biologique. Et puis, on a mis en place un système d'accompagnement pour suivre la réalisation des plans d'action qui ont été proposés suite au diagnostic. Donc, toute cette démarche d'accompagnement des producteurs, qui n'étaient pas forcément leurs fournisseurs de rang 1, ils étaient plus loin dans la chaîne d'approvisionnement, ça a permis à cette entreprise d'avoir des approvisionnements biologiques avec une traçabilité complète jusqu'aux producteurs et de pouvoir réduire l'impact environnemental de leurs produits finis. C'est juste un mot, Chloé, sur cet exemple-là. C'est des projets qu'on mène souvent chez Des Enjeux et des Hommes parce que c'est notre expertise et aussi parce qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur le réseau EcoCert, puisqu'on appartient au groupe EcoCert, et de pouvoir s'appuyer sur des experts locaux qui sont présents à l'international un peu partout dans le monde. Alors, on va aborder maintenant la troisième dimension des achats responsables, qui est celle des pratiques d'achat. Alors, c'est vrai que les entreprises, elles sont peut-être un peu moins matures sur ce sujet-là, ou alors elles en parlent moins. Et c'est pourtant un aspect incontournable pour avoir une démarche d'achat responsable complète. On peut passer à la slide suivante. Voilà, quand on parle de relations entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs, on entend souvent des termes comme déséquilibre, comme bras de fer, comme défiance, mais aussi d'autres, comme partenariat ou collaboration. Et c'est plutôt ces termes-là qu'on cherche à atteindre avec une démarche d'achat responsable, évidemment. Là, dans ce webinaire, on va volontairement faire un focus là-dessus, sur la relation fournisseur, parce que pour nous, c'est au cœur des pratiques commerciales responsables. On peut passer à la slide suivante. Voilà, avoir une bonne relation fournisseur, c'est une relation qui est partenariale, qui est basée sur la confiance, et c'est une relation qui se construit dans la durée, qui se construit petit à petit et qui va être bénéfique dans la durée pour l'entreprise comme pour son fournisseur. Ici, je vais vous donner quelques bonnes pratiques pour soigner votre relation fournisseur. Et la première, c'est le dialogue. Il est primordial de dialoguer avec vos fournisseurs en dehors des périodes de négociation, en dehors des périodes de commande, pour avoir une discussion plus globale, décorrélée de tout ça, pour pouvoir réfléchir ensemble aux évolutions de la relation commerciale, pour découvrir quelle est leur politique RSE, comment eux adressent les enjeux de leurs propres fournisseurs, savoir quelles sont les pistes de développement de leur entreprise. Enfin, voilà, laisser de la place pour parler d'autre chose que du produit et pour laisser un peu d'espace pour faire émerger les idées. Une autre bonne pratique, c'est la transparence. Ça consiste à donner tous les éléments dont le fournisseur aura besoin pour répondre au mieux à votre demande. Par exemple, en tant qu'acheteur, quand vous conduisez un appel d'offres, vous pouvez être transparent sur vos critères d'attribution et dire au fournisseur, voilà, moi je vais avoir X critères d'attribution qui sont ceux-là, et c'est comme ça que je vais prendre ma décision.
Non, je n'ai pas fini. Pardon, c'est bon. Je suis au troisième pétale. Une autre bonne pratique, on en a beaucoup parlé, c'est l'accompagnement. Il ne s'agit pas de demander mille et une choses au fournisseur et de laisser se débrouiller tout seul. Vous avez aussi un devoir d'accompagnement et de suivi de l'amélioration de la performance RSE de votre fournisseur. Bon, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas m'étendre là-dessus. La quatrième bonne pratique, c'est avoir du feedback. Est-ce que vous savez ce que vos fournisseurs pensent de vous? Est-ce que vous savez si les fournisseurs sont satisfaits de la relation commerciale que vous entretenez? Je suis sûre que beaucoup diront non, parce que ce sont des sujets qu'on n'aborde pas souvent. Et pourtant, vous aurez beaucoup de choses à y gagner, à savoir ce que les fournisseurs pensent de vous. Et il y a des entreprises qui mènent des questionnaires de satisfaction qui sont anonymes, bien sûr, et qui permettent de mesurer ça, de mesurer la satisfaction de vos fournisseurs sur la relation et surtout de savoir comment vous vous situez par rapport à leurs autres clients. Est-ce qu'ils évaluent que votre relation est meilleure ou est moins bonne que celle qu'ils entretiennent avec les autres clients? Et enfin, la dernière bonne pratique, c'est la posture. On l'a dit en début de webinaire, pratiquer les achats responsables, c'est aussi rentrer dans un état d'esprit, dans une certaine posture, voilà, et faire appel à des qualités, des soft skills, comme on dit, d'écoute active, de curiosité, et aussi pratiquer la pédagogie, parce que vous allez demander plein de choses à vos fournisseurs, et il faut leur expliquer pourquoi vous demandez ces choses-là, et en quoi ça va servir votre relation et votre connaissance mutuelle. Donc voilà, tout ça, toutes ces choses-là, ça va contribuer à renforcer la relation fournisseur, ça va permettre de mieux partager l'information, de mieux anticiper les choses, de mieux se comprendre, et puis aussi de mieux capter les opportunités commerciales ou les innovations, parce qu'il y aura vraiment une situation qui favorise l'échange et la confiance. Et puis, ça permet aussi de mieux traverser les crises. On peut passer à la slide suivante. Là, c'est un extrait tiré d'une étude sur l'impact des années Covid sur les pratiques d'achat. Et c'est une entreprise de transformation de matières premières qui témoigne. Et je vais vous lire, du coup, ce témoignage. Cette entreprise dit que le fait d'avoir des relations saines avec les fournisseurs a facilité les choses. Nous avons vraiment pu co-construire des solutions pour gérer la situation, notamment avec notre prestataire de nettoyage. Nous avons apprécié de travailler avec eux et nous avons répondu à nos attentes mutuelles, au point que nous avons décidé de prolonger leur contrat, alors même que nous allions rentrer dans une phase d'appel d'offres avant le confinement. Dans les crises, vous voyez qui sont vos alliés et cela renforce le lien avec certains fournisseurs. Voilà, je n'ai pas commenté plus que ça. Et je laisse la parole à Hugues, du coup, pour la cinquième partie. Oui, vous m'entendez? Oui. C'est bon, j'ai bien remis mon micro, parfait. Merci beaucoup. Je vais aller assez vite, mais c'est un point d'attention que nous avons chez Des Enjeux et des Hommes, c'est vraiment de penser une vraie stratégie d'accompagnement du changement, que ce soit des missions de conseil ou des missions de grand déploiement, de formation. Je pense on pense chez Des Enjeux et des Hommes, et parce qu'on le pratique depuis maintenant 20 ans, qu'on oublie trop souvent d'avoir une stratégie plus globale et une réflexion amont avant les missions de conseil sur les achats responsables ou de formation, sur comment ce changement va être accueilli par les équipes. Je veux bien qu'on passe la slide d'après. On voit qu'il y a un certain nombre de difficultés et de freins à la mise en place de démarches achats responsables. Je ne vais pas m'y arrêter trop longtemps, mais voilà, on a des objectifs contradictoires, des contraintes budgétaires, un manque d'expertise en interne, un manque de temps, de ressources, d'indicateurs de mesure, etc. Donc voilà, on a déjà un certain nombre de freins collectifs, mais sur la slide suivante, on va voir qu'il y a aussi des freins individuels. Et ça, c'est une des particularités de notre cabinet sur la partie responsabilité sociétale, c'est que paradoxalement, on a beaucoup de résistance au changement et que pour assurer la rapidité d'un changement à mettre en œuvre dans un métier, comme là, on parle des achats responsables, eh bien, il faut
se pencher non seulement sur les objectifs pédagogiques ou les objectifs de la mission, mais également regarder quels sont les potentiels freins et les potentiels leviers individuels et collectifs que l'on va rencontrer au moment de mettre en œuvre la mission de conseil ou de formation, aussi bien préparée soit-elle. On s'adresse à des femmes et à des hommes, il y a donc des freins et des leviers qu'on ne soupçonne pas en amont. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est 3 choses. C'est un, de faire ce diagnostic de changement, de poser la question, d'interviewer les acteurs. 2, sur la slide suivante, et bien ensuite de préparer un plan d'accompagnement du changement qui, à minima, devrait contenir les 4 éléments que vous avez ici, c'est-à-dire finalement comment je vais organiser demain, eh bien peut-être rénover, adapter la gouvernance de la RSE et du métier. Par exemple, on avait travaillé sur les achats responsables avec la SNCF et on avait posé un comité de représentants des acheteurs qui portaient les sujets RSE auprès de leurs confrères et des autres salariés. Il faut donc travailler, 1, sur l'organisation, 2, sur la sensibilisation et la formation des différents acteurs, 3, évidemment, mais ça n'est pas suffisant, avoir un plan de communication pour supporter, pour porter la mission de conseil ou la mission de formation, de déploiement de formation que vous mettez en œuvre. Et puis 4, un cran plus loin, c'est vraiment se dire, pour ne pas rendre schizophrène, par exemple, un acheteur, finalement, si je forme mes acheteurs et que je modifie mon process achat responsable, il faut peut-être que je m'interroge sur les critères d'évaluation, de rémunération et de variables de ces mêmes acheteurs pour que ça soit cohérent avec l'objectif principal qui est de faire des achats responsables. Est-ce que mon système RH est cohérent ou pas? C'est une vraie question aussi à se poser en amont. Et puis troisièmement, eh bien, c'est de prendre en compte la dimension systémique de tout cela. Là aussi, on a trop souvent eu des demandes de formation où on ne formait qu'une équipe d'acheteurs qui ensuite, quand ils revenaient dans l'entreprise, étaient replongés dans les habitudes de l'entreprise via les donneurs d'ordre parce que on ne pouvait pas changer les fournisseurs et que les fournisseurs stratégiques leur imposaient leurs propres conditions. Donc, si vous n'avez pas une vision systémique en amont de ce qui va se mettre en œuvre en termes de changement dans le process achat responsable ou dans les nouvelles compétences à acquérir pour vos acheteurs, eh bien, vous allez perdre 90% de votre investissement parce qu'il y aura eh bien, une déperdition forte à cause de cette dimension systémique qui n'aura pas été prise en œuvre. Voilà, je voulais mettre l'accent fortement sur l'accompagnement du changement, quelles que soient les missions de conseil ou de formation, mais notamment sur la partie évidemment achat responsable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues. On va clore en fait cette présentation par un témoignage à nouveau avec Caroline. Si elle est Oui, je suis là, je suis revenue. Je suis partie, je suis revenue, j'ai un petit souci. Ça marche. Oui. Donc justement là sur la conduite du changement, on va axer donc ce deuxième témoignage plutôt sur le volet formation. Et justement parce que vous nous aviez donc sollicité pour mettre en place un programme de formation sur mesure pour les acheteurs du groupe sur le volet achat responsable. Et donc est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà initialement pourquoi vous aviez identifié ce besoin de faire cette formation? Oui, alors justement, c'est exactement ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que les acheteurs et toute personne, pas forcément que les acheteurs, mais toutes les personnes en lien avec les fournisseurs ont un peu été noyées d'exigences qui étaient demandées par le groupe LVMH, mais qui ne savaient pas forcément de quoi ils parlaient. Oui, il faut faire un audit. Je ne sais pas pourquoi il faut le faire, mais il faut le faire. Que des choses comme ça. Et en fait, ça a vraiment été un besoin qui a été exprimé de la part de nos maisons de dire, en fait, il faudrait former les gens, ce qui est tout à fait logique. Et donc, on avait commencé par former nos fournisseurs, en fait, en Chine et en Italie, nos 2 principaux pays dans lesquels, on a trois principaux pays dans lesquels
on se fournit, c'est la France, l'Italie et la Chine, mais on a vraiment vu un premier besoin sur la Chine pour nos fournisseurs, parce qu'il y a des exigences très particulières. On avait mis ça en place et finalement, on avait un peu raté ça. Mieux vaut tard que jamais, mais donc on a décidé de former aussi nos acheteurs en interne. Et c'est pour ça qu'on est venu vous voir pour lancer ces sessions de formation. Super, merci. Et oui, donc ça fait quelques temps déjà. Aujourd'hui, donc, vous êtes un peu sur la phase de déploiement de cette formation, hein, cette promotion formée prévue donc d'ici fin 2023. Et est-ce que vous pouvez nous donner voilà, un petit premier retour sur les premiers résultats et aussi comment cette formation, elle sert la stratégie RSE du groupe? Oui, alors en fait, on en est même déjà à 7. Je pense qu'on en sera même à 10, 11, voire 12 d'ici fin 2023, parce que finalement, la communication est clé. Et comme on a commencé doucement c'est toujours compliqué de communiquer sur ce qu'on fait. Ça se sait de plus en plus. Il y a un petit effet boule de neige, donc il va falloir être prête, Sophie, pour co-animer ces sessions. Mais en tout cas, premier retour, c'est que les gens sont ravis. Nous, on a l'avantage de pouvoir mélanger les gens de maisons différentes. Et donc, c'est aussi un moment de partage pour eux. On se rend compte qu'il y a des choses qui sont bien faites à droite, pas forcément aussi bien faites à gauche. Bah tiens, lui, il fait ça, moi, je vais le faire aussi. Donc, il y a vraiment ce partage-là. Les gens sont ravis. Ils arrivent quand même assez bien derrière à en parler à leurs collègues, même si ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va tout changer au sein de son service. Ils vont vraiment prêcher la bonne parole. Nous, nos formations, on les a vraiment axées sur qu'est-ce que les achats responsables et qu'est-ce que ça veut dire chez LVMH. Voilà, donc c'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui. Les gens sont ravis, ça avance et ça nous a permis de mettre en avant certaines choses qui n'étaient pas encore faites au niveau groupe et qu'on va pouvoir, qu'on a pu rajouter sur notre roadmap 2023. Ok, super, merci beaucoup. Eh bien, le webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, sachez que si vous souhaitez aller plus loin en termes de formation, parce que bon, j'imagine que voilà, les webinaires, c'est toujours peut-être un peu frustrant parce qu'on n'a pas forcément la réponse à toutes les questions, même si, Caroline, merci, vous avez aussi partagé votre témoignage à l'écrit. Sachez qu'il y a donc une prochaine formation achat responsable de 2 jours, le 22 et le 29 juin à distance, et une formation également sur la conduite de changement, un jour qui est prévu donc le 14 avril, si c'est un peu trop tôt. Il y a aussi le 16 novembre. Voilà. Et vous pouvez aller voir notre catalogue. Je vais laisser Sophie juste conclure sur quelques mots de fin. Oui, avant de vous laisser, on voulait partager quelques bonnes paroles, quelques mantras pour que vous les gardiez en tête de retour derrière votre ordi à votre quotidien. J'aimerais que vous... Voilà, je vais vous les citer à la suite les uns des autres. Le premier, c'est sentez-vous légitime. En tant qu'acheteur, en tant que directeur achat, vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Donc, profitez-en, allez-y, n'hésitez pas à vous emparer du sujet, à en parler à vos fournisseurs, à voir ce qui est possible et à être force de proposition, y compris en interne, parce que parfois, il faut aussi convaincre en interne pour faire percer les projets. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est soyez curieux. N'hésitez pas à poser des questions à vos fournisseurs, à essayer de les connaître le mieux possible, parce qu'il n'y a que du positif qui va ressortir de ça. La troisième chose, c'est inspirez-vous des autres. Si vous débutez, à ne pas chercher midi à 14h, regardez ce que font les plus avancés dans votre secteur, les best in class, et puis voyez ce que vous pouvez appliquer dans votre entreprise. Il ne s'agit pas de tout réinventer, les bonnes pratiques, ça se partage et ça fait avancer tout le monde. Et la dernière chose, c'est commencer petit, mais commencer. Pour pouvoir commencer petit et facile, pour pouvoir capitaliser sur les premiers succès, pour pouvoir se motiver, pour pouvoir motiver les autres, trouver un fournisseur motivé qui va vouloir avancer avec vous, un pilote intéressant pour votre entreprise, et puis lancez-vous. Merci Sophie. On a pris un peu plus de temps prévu. Voilà, on arrive à la clôture là, de l'heure, 15h. Après, normalement, on a quand même pu répondre à vos questions par écrit.
y compris Caroline qui a pu ajouter aussi certaines questions qui lui étaient adressées. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous recontacter si besoin. Vous avez donc aussi notre site internet pour aller voir voilà, les formations si besoin. Et puis, sachez que le webinaire sera disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt.